présent à chaque souffle, il nous guide, nous transporte, nous procure une émotion instantanée, nous bouleverse, nous traverse, nous submerge, nous apaise. Qui est-il ? Derrière cette énigmatique description se cache l'odorat. Propre à chaque être, l'odorat, par son puissant pouvoir, nous rappelle un être cher, un souvenir unique. Je suis Anne-Laure Johalan, hôte de ce podcast Sens figuré. Depuis l'enfance et de manière indescriptible, j'ai ressenti intensément les émotions et les odeurs. Mon histoire personnelle est mêlée d'images, mais aussi d'odeurs, me rappelant mes origines, des galettes de ma grand-mère le mercredi midi, à l'odeur rassurante du figuier les soirs d'été. Passionnée par le pouvoir aux multiples facettes de l'olfaction et des fragrances, avec ce podcast, je pars à la découverte, avec vous, de cet univers fascinant qui recèle, à mes yeux, de nombreux mystères. Avec Sens figuré, je vous emmène à la rencontre de ceux qui, enfants, ressentaient les odeurs avec une sensibilité exacerbée pour poser un doux regard sur le monde, qui ont osé, un jour, à la faveur d'une rencontre, d'un élan du cœur, d'un saut dans l'inconnu, dans l'irrationnel, dans l'imperceptible, tracer un sillage différent de celui qu'ils avaient imaginé jusqu'alors. Ils ont osé faire vibrer et réveiller ce qui était présent au plus profond de leur âme, convaincus que les senteurs pouvaient transformer leur vie et celle des autres. Avec Sens figuré, je vous emmène avant tout à la rencontre de passionnés de parfums, de senteurs, de fragrances qui vous transporteront pour un voyage olfactif au cœur de vos émotions. Inspirez, sentez, ressentez et découvrez. Vous écoutez mon podcast Sens figuré et vous aimez ma manière de sonder les cœurs et les esprits de mes invités au fil des épisodes ? Dans la lignée de ce podcast, je propose d'écrire ou d'enregistrer pour vous, poser des émotions sur vous, votre parcours, vos créations, fidèles à l'approche que vous pouvez percevoir via Sens figuré. Je propose également des coachings personnalisés, de retour à la connaissance de soi, pour faire des choix en conscience et atteindre avec sérénité vos réalisations et vos objectifs. Pour ce nouvel épisode, je vous emmène à la découverte de Clara Müller, historienne de l'art, critique d'art et commissaire d'exposition. Clara évoque avec émotion les parfums de sa maman qui ont bercé son enfance. Telles des graines semées dans le vent, elle multiplie l'expression de ses talents. Elle contribue ainsi à la revue Nez, mène différents travaux de recherche tels le rôle central de l'odorat dans l'œuvre et la vie de Colette, anime des ateliers d'écriture sur des odeurs à partir des odeurs. Attachée au territoire de Sancerre, ville où elle a choisi de résider, elle co-anime des ateliers dégustation, vin et parfums. Au terme de cet épisode, je vous souhaite, vous aussi, de semer des graines de fleurs à la volée, contempler leur floraison, puis humer leur parfum. Bonne écoute. Bonjour Clara. Bonjour Anne-Laure. Je te remercie sincèrement d'être la nouvelle invitée de mon podcast Sens figuré. Alors, pour commencer, je vais débuter par ma traditionnelle question désormais. Si tu devais te décrire par un parfum ou une odeur, quelle serait-elle ou quel serait-il et pourquoi ? Alors, c'est une question à laquelle il est, je pense, très difficile de répondre parce que ce n'est pas quelle odeur aimes-tu ? Ce qui pourrait être assez facile, dans mon cas assez facile. Oui. Je te répondrais à l'odeur du feu de bois, des mimosas en fleurs, d'une gousse de vanille, de la gelée de mûre qui cuit. Ah. Mais c'est pas ça ta question. Ta question, c'est quelle odeur pourrait dire quelque chose de toi, Ouais, je pense. c'est ça. Ouais. Mais ça peut être du moment, ça peut être une odeur de ton enfance. Alors, c'est tenté qu'on puisse vraiment répondre à cette question. Et s'il faut faire un choix parmi plein d'odeurs, j'aurais envie de te parler, de répondre l'odeur des pattes de chat ou du ventre d'un chat. Ah oui. Parce que, peut-être qu'il faut que j'explique peut-être un peu pourquoi. Parce que je crois qu'il y a pour moi, il y a une sorte d'ambivalence symbolique dans l'odeur des pattes de chat, entre le dehors et le dedans, entre l'exploration et le refuge, entre la rencontre et la solitude. Parce que finalement, un chat,
qui vit sa vie de chat, donc un chat qui sort, qui rentre, etc., qui vit librement. Il a évidemment l'odeur de son corps, qui lui est propre, et puis il a aussi les odeurs de tout ce qu'il a rencontré, de tout ce qu'il a fréquenté dans une journée ou une nuit, et toutes ces odeurs qui se sont inscrites sur son corps. Donc l'odeur de la terre, l'odeur de l'herbe, l'odeur d'un congénère, par exemple, qui sont comme des souvenirs de tous les vivants auxquels il s'est frotté dans ses déambulations, de tous les lieux qu'il a arpentés, de toutes les rencontres qu'il a faites, qu'il va rapporter à l'intérieur du foyer. Parce que c'est seulement quand le chat est rentré entre quatre murs, dans un endroit où il se sent en sécurité, où il va se reposer, qu'on peut finalement aller mettre le nez dans la fourrure du chat ou aller renifler les coussinets du chat. Et je crois qu'il y a quelque chose qui résonne assez bien avec mon propre besoin de liberté, d'exploration, d'indépendance, de vagabondage. Je pense que certains pourraient le dire comme ça. Voilà, mon envie, moi, de me frotter au monde et d'explorer, et en même temps mon besoin, qui est vraiment tout aussi fort, de retranchement, de me retrouver dans un endroit où je me sens en sécurité, de solitude aussi, beaucoup. De quelque chose d'un familier rassurant. Et donc je pense qu'il y a quelque chose comme ça dans l'odeur des pattes de chat. C'est un peu l'odeur d'une liberté qui a choisi son refuge. C'est beau. On me l'avait jamais évoqué, cette odeur des pattes de chat, et en même temps, je trouve que c'est une très belle symbolique. À la fois une liberté, et effectivement, le chat, il vagabonde un peu partout, parfois. Et en même temps, oui, il peut être aussi plus casanier quand il revient à la maison. Et le chat, contrairement au chien, choisit son foyer. Si le chat ne veut pas revenir, il ne revient pas. Et j'ai toujours vécu... cohabiter avec des chats qui ont choisi de revenir. Ah. Et ça, c'est vraiment une joie, parce qu'on se sent choisi par le chat, je trouve. Il y a une connexion avec le chat. Moi, je sens une connexion avec les chats avec lesquels j'ai vécu, en tout cas. Très bien. Et justement, tu évoques ta cohabitation avec les chats, et peut-être en filigrane aussi ton enfance. Est-ce que tu es tombée dans le flacon de parfum ou dans les odeurs dès toute petite ? Je sais pas si on peut vraiment le dire comme ça. Ce qui est sûr, c'est que j'ai grandi dans un milieu qui était propice au développement de cet intérêt. D'abord parce que j'ai eu la chance de grandir dans des milieux, dans des environnements privilégiés, en banlieue parisienne, mais une banlieue parisienne très verte, vraiment en lisière de forêt. Et puis aussi beaucoup en Normandie, dans la campagne normande, chez ma grand-mère. J'ai aussi eu la très grande chance de partir en vacances à la mer, à la montagne, avec des parents qui se sont vraiment attachés, je crois, à nous donner, à mon frère et moi, une grande variété d'expériences de nature. Et donc, qui dit variété d'expériences de nature, dit variété d'expériences sensorielles, même si, évidemment, il n'y avait pas un accent qui était mis spécifiquement sur l'olfactif à ce moment-là. Donc, je pense qu'il y avait déjà ça qui m'a menée d'une manière indirecte à cet intérêt-là. Et puis, j'ai aussi grandi quand même dans un milieu qui était assez joliment parfumé par ma mère, qui portait énormément de parfums. Et pas des moindres, mais ça je le savais pas. Enfin, quand je dis ça comme ça, c'est des parfums que j'admire aujourd'hui. Oui. Elle a porté beaucoup, je sais pas, l'eau parfumée au thé vert de Bulgarie. Elle a porté le trio des épices de l'artisan parfumeur. Elle a porté beaucoup d'artisans parfumeurs, Bois Farine, Dzing, Premier Figuier. Puis ensuite, elle a porté chez Diptyque L'ombre dans l'eau, Philosykos. Moi, elle aimait bien les odeurs potagères, les odeurs de figuier. Ensuite, elle a porté plusieurs jardins de chez Hermès. Enfin, il y avait quelque chose quand même d'assez joliment parfumé. Et je me suis rendu compte plus tard de quelque chose d'amusant, c'est que les parfums qu'elle portait étaient presque tous des parfums d'Olivia Giacobetti et de Jean-Claude Ellena. Et elle en avait conscience ? Elle n'en avait absolument pas conscience, puisque c'était des marques assez diverses. Et c'est moi qui m'en suis rendu compte plus tard, quand mon intérêt pour la parfumerie s'est un petit peu affirmé. Je me suis dit, mais c'est fou, il y a quelque chose, une attirance pour un style quand même assez marqué. Même plus tard, elle a porté beaucoup de parfums de Yanks, qui était la marque d'Olivia Giacobetti. Elle a porté les Hermescences de Jean-Claude Ellena. Et voilà, c'est quelque chose qui a duré toute sa vie. Et d'ailleurs, à propos de Jean-Claude Ellena, le parfum qui m'a marqué le plus dans mon enfance était In Love Again, de Yves Saint Laurent, qui est sorti quand j'avais 4-5 ans, que ma mère a beaucoup porté. Et Jean-Claude Ellena, assez récemment, m'a confié que ce parfum-là avait été vraiment inspiré par une dégustation d'un vin de Sancerre qui lui parlait, m'avait-il dit, de cassis et de fleurs de sureau. Or,
la vie a voulu que je m'installe à Sancerre, dans ce village, il y a quelques années, et donc quelques années après la mort de ma mère. Et je me dis qu'il y a quand même des fils comme ça, des jolies coïncidences. Ouais. Tu crois à l'importance de ces signes, de ces références comme ça, de ces clins d'œil? Je sais pas si j'y crois ou si c'est vraiment une croyance. En tout cas, ça résonne, à un moment, ça résonne quelque part en me disant, tiens, ça fait naître une émotion. Quand Jean-Claude Héléna m'a dit ça m'a quand même fait réfléchir en me disant quel miracle ou quel hasard du destin a fait que cette odeur-là me suit jusque dans mes choix de vie aujourd'hui d'une manière complètement inattendue. C'est vrai, tu étais peut-être destinée à aller à Sancerre, à aller vivre à Sancerre finalement. On va y revenir après justement de cette vie à Sancerre. Et donc, effectivement, tu as été bercée par des parfums quand même très spécifiques de ta maman. Elle avait vraiment un goût très affiné pour des parfums. Et comment tu t'es destinée ensuite à aller dans le milieu de la parfumerie? Est-ce que tout de suite, est-ce que tu voulais être parfumeur, par exemple, au moment du choix de tes études? Visiblement non, puisque tu n'as pas fait des études là-dedans. Peut-être que tu as hésité, justement. Comment tu t'es destinée D'abord, au moment de choisir mes études, c'est vraiment le moment où commençait mon intérêt personnel pour le parfum et où j'avais découvert la parfumerie de niche. J'ai découvert la parfumerie de niche quand j'avais 18 ans, un peu par hasard, dans une déambulation parisienne. Et à ce moment-là, la découverte de certains parfums, ça a vraiment été de l'ordre du choc esthétique. Ça a été... Tout d'un coup, il n'y avait pas seulement des choses qui sentaient bon, il y avait des choses qui me racontaient des histoires complexes qui n'avaient rien à voir avec le marketing, par exemple. C'était vraiment une découverte assez merveilleuse. Je me suis mise à aller dans les parfumeries comme on va au musée et à découvrir, j'avais l'impression, c'est ce que je dis toujours, de découvrir à ce moment-là de nouvelles couleurs. Des perceptions dont je ne soupçonnais même pas qu'elles puissent exister. C'était plus ça sent bon, ça sent mauvais, il y avait de la beauté, il y avait de l'étrangeté, il y avait des formes reconnaissables, il y avait des formes au contraire complètement inédites, complètement nouvelles et qui me happaient. Et c'était vraiment un éblouissement et puis une éducation en même temps. Mais en même temps, moi je commençais des études en lettres et arts. Pas en parfumerie du tout. Voilà. Donc j'ai fait une première licence en lettres et arts. Et j'étudiais la littérature, les lettres modernes, le cinéma, la musique, l'esthétique, l'histoire de l'art, etc. Et en même temps, j'allais à tous les événements parfumés que je pouvais trouver à Paris ou à Versailles. Je me suis plongée aussi vraiment beaucoup dans les blogs. À l'époque, les blogs de parfums, les blogs de critiques de parfums, et j'étais éblouie par la virtuosité olfactive et littéraire de leurs auteurs et de leurs autrices qui avaient une manière d'orienter ou de guider ou d'affiner mon sentir d'une manière qui était assez merveilleuse. Il y avait vraiment ce support littéraire-là à mon exercice de l'odorat qui me parlait beaucoup. Mais bon, j'ai fini quand même ma licence et à la fin de la licence, je me suis posé la question de devenir parfumeuse. Je suis même allée aux portes ouvertes de l'ESP, l'École supérieure du parfum à Paris. Mais j'avais pas envie de renoncer à la littérature ou à l'art et à ces études-là qui me tenaient aussi très très à cœur. J'ai du mal à renoncer aux choses, je crois. Et en même temps, sur cette fin de licence, j'ai eu l'occasion d'écrire un travail de fin de semestre en lettres modernes sur les odeurs, la place des odeurs dans le roman Aurélien de Louis Aragon qu'on étudiait avec cette professeure. Et elle avait hésité à me laisser écrire sur ce sujet. Heureusement, elle a fini par accepter. Pourquoi elle hésitait ? Je pense qu'elle a été prise par surprise et qu'elle n'a pas tout de suite vu un intérêt littéraire à ce sujet-là. Ok. C'est comme ça que je l'ai interprété. Ouais. Je crois qu'elle a été plutôt convaincue ensuite, à la fin. Et moi aussi, parce que c'était la première fois que j'avais l'impression que je pouvais ne pas renoncer et que je pouvais conjuguer ma passion pour le parfum qui était même plus que le parfum, c'était les odeurs, l'histoire de la perception olfactive de manière aussi beaucoup plus large à ce moment-là, et donc moi aussi ma passion pour les arts, et qu'il y avait peut-être une voie à inventer différente. Alors évidemment, j'avais rien inventé parce que les études sur les évocations olfactives dans la littérature, ça existe depuis plus de 100 ans, mais ça, je le savais pas à l'époque. Mais tu as aussi ta place et tu as le droit de faire des études sur ce sujet-là. Oui, mais je n'avais rien inventé. Ok. Et donc ensuite, tu as fait tes études et à la sortie de tes études,
Tu t'es dirigée finalement vers le monde de la parfumerie tout en gardant aussi un volet littérature. Alors, je ne sais pas si je le dirais comme le monde de la parfumerie à Ok. proprement parler, parce que je n'ai jamais travaillé pour l'industrie du Hmm. parfum d'une quelconque manière. Ce que j'ai fait, et pas seulement à la fin de mes études, mais pendant mes études, quand j'avais poursuivi là en commissariat d'exposition, puis en histoire de l'art, j'ai écrit pour la revue Nez. C'est surtout ça Ouais, qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré, grâce notamment à Sarah Boisse, que tu as reçue il n'y a pas longtemps, j'ai exactement. rencontré Dominique Brunel et Jeanne Doré, qui qui géraient le blog ou le site Au Parfum avant que la revue Nez n'existe. Et j'ai fait un stage pour le site Au Parfum. Et j'ai eu la chance qu'ils me proposent de rester au moment où ils ont eu l'envie et l'idée de créer la revue Nez. Je leur en suis assez très même redevable, puisque 10 ans plus tard, je pense que je ne serais pas là où je suis sans cette opportunité-là, qui m'a permis d'écrire sur les odeurs de manière assez vaste, et notamment les odeurs dans l'art et la littérature, tout en poursuivant mes études. Donc j'ai vraiment commencé en même temps que mes études, et ça me permettait vraiment d'explorer des intersections entre olfaction et les formes et l'art, les différentes formes d'art en réalité, puisque pour Nez, j'ai pu écrire aussi bien sur le cinéma avec un article sur Wes Anderson, que la littérature, que l'art avec, il y a eu au tout début Andy Warhol sur lequel Ouais. j'avais écrit. Voilà, et puis voilà, plein de choses qui ont été rendues possibles par la revue et par la liberté que j'avais de choisir mes sujets, ou que j'ai toujours de choisir mes sujets. Et ça répondait bien à mon propre besoin, je crois, de pas me limiter à un sujet, une approche, à un domaine, Hmm. et de pouvoir au contraire jeter des ponts entre les disciplines. Mhm. Et voilà, ce qui correspond, je pense, à une propension naturelle à partir dans tous les sens, parfois, à avoir une pensée arborescente, pour la dire plus joliment, et à avoir besoin de ne pas, ou même une impossibilité d'aller dans une seule direction, je crois. Et je pense qu'on t'a souvent dit de te recentrer. Oui, j'ai retrouvé il y a pas longtemps mes bulletins d'école primaire, et ça revenait souvent. Clara doit veiller à ne pas se disperser. Or, ça m'a fait rire parce que évidemment Oui. c'est toujours vrai. J'ai une tendance à m'éparpiller, et en même temps je pense que c'est beau de Oui. s'éparpiller. Un jour je me suis dit, c'est comme les graines dans le vent. On disperse les graines dans le vent, et les Oui. graines vont prendre racine et grandir en divers points. Et donc se disperser, ça veut aussi dire qu'on est multiple, qu'on C'est ça. grandit en plusieurs endroits, qu'on touche à plusieurs choses. Et pour moi, ça veut aussi dire que je m'ennuie pas. Exactement. Jamais. Et que les graines, elles ne vont pas fleurir toutes au même moment et que c'est pas grave. Pour moi, c'est pas grave de se disperser sur le papier. Moi aussi, on m'a beaucoup demandé de me recentrer. Et finalement, c'est en faisant plusieurs activités en parallèle qui, pour les gens qui peuvent sembler n'avoir rien à voir. Et finalement, il y a toujours quand même un fil conducteur entre nos différentes activités et nos différentes passions. Donc c'est très bien de se disperser, contrairement à ce qu'on t'a souvent dit, et c'est pour notre plus grand bonheur que tu te disperses aussi. Merci. Pas toujours facile au quotidien, Non. parce que dans une journée, il faut savoir parfois se centrer sur un sujet. Ouais. Mais dans une vie, oui, je suis d'accord que c'est plutôt agréable, plutôt riche. Voilà. Et donc on l'a évoqué, effectivement, tu écris pour la revue Nez, notamment dans la dernière revue, tu as fait un article sur sentir les odeurs de l'arc-en-ciel, sentir l'arc-en-ciel, qui est un article très intéressant aussi sur ces odeurs associées aux autres sens. Et donc, tu écris dans cette revue, tu as aussi d'autres travaux de recherche. Tu as écrit notamment sur Colette, sur la romancière qui est qualifiée de romancière olfactive. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces recherches que tu as effectuées sur Colette? Oui, oui. Ce sont des recherches qui ont commencé pour Nez à l'origine. J'ai Ok. écrit il y a quelques années un article sur voilà, les évocations olfactives dans la vie et l'œuvre de Colette pour Nez. Donc, l'avantage de cette rubrique correspondance dans Nez, c'est qu'elle me permet d'écrire pour un public très large sur des Hmm. sujets qui sont plutôt des sujets qu'on trouve abordés dans des publications universitaires, de manière plus générale. J'ai rarement lu dans une presse grand public des choses sur les odeurs dans la Oui, littérature. Et donc j'essaye, quand c'est pour Nez, de rendre ça accessible à un public vaste, et pas forcément un public très intéressé par la littérature, hmm, par exemple. Mais ça me permet toujours, ça me demande en tout cas toujours des recherches très poussées, et de m'immerger vraiment dans une œuvre et dans une vie en général.
Ce qui fait que j'ai beaucoup de matière, beaucoup plus que ce que je peux mettre dans un article de 4 ou 5 pages. Ouais. Et là, j'ai eu l'opportunité récemment d'écrire une version, disons, étayée de cette recherche pour la revue Europe, qui est une revue littéraire, qui sort là cette année un numéro sur Colette à l'occasion de l'exposition qui va avoir lieu à la BNF fin septembre, je crois. Et, et donc, voilà, j'ai eu cette opportunité de développer ces recherches. Et il fallait quand même que je choisisse un angle parce que voilà, si on se plonge dans les évocations olfactives chez Colette, on est vite un petit peu dépassé. Il y a vraiment un foisonnement d'évocations olfactives dans son œuvre et une importance aussi dans sa vie puisqu'elle a été aussi une grande passionnée de parfums. Elle portait beaucoup de parfums. Elle a créé son institut de beauté, sa marque de cosmétiques. Elle a été presque une pionnière presque de la critique de parfum. Alors je veux pas vraiment dire la critique de parfum parce que elle a beaucoup écrit dans la presse et dans des plaquettes publicitaires sur des parfums, avec dans les textes une certaine liberté, mais bon, le contexte était plutôt un contexte de commande par les marques. Donc voilà, je veux pas complètement parler de critique, mais voilà, il y a quelque chose quand même de précurseur, je que pense, l'on connaît peu, enfin, on connaît très peu. Oui, Voilà. c'est plutôt la littérature. Mais... Et c'est pas là-dessus que j'ai choisi d'écrire pour la revue Europe. Enfin, c'est plutôt, j'ai dû mettre ça aussi de côté parce que j'ai voulu me concentrer plutôt sur le rôle central de l'odorat donc dans son œuvre et dans sa vie, à l'endroit de sa relation au monde vivant. Puisque Colette en tout cas, cultivait une image de paysanne, de femme de la campagne. Elle avait gardé son accent bourguignon. Elle cultivait quand même cette image-là, qui n'était pas qu'une image. Hein. Colette avait grandi comme ça, vraiment au contact des vivants, des plantes, des insectes, des animaux. Elle se qualifiait elle-même d'enfant sauvage, de petit animal qui voulait tout flairer. Et donc ça m'intéressait la manière dont Colette embrasse la sauvagerie et l'animalité, je mets des guillemets, sauvagerie et animalité, qui a été attribuée, associée à l'odorat dans la culture occidentale. Oui. Et elle embrasse la sauvagerie, l'animalité, en dénuant totalement ces termes de toute connotation péjorative. Et elle va délibérément renifler le monde comme un chat, comme un chien. Elle parle de son flair de bon chien de chasse, par exemple. Oui. Et elle va tourner vraiment cette attention vers les plantes, vers les saisons. Elle va savoir distinguer au nez les différentes parties anatomiques d'une fleur, enfin d'une plante, les différents moments de l'année, les différents moments de la journée. Elle a vraiment un ancrage dans le vivant et dans les cycles du vivant par son odorat. Donc c'est ça que j'ai essayé de mettre en avant dans cet article qui s'appelle « Respirer à l'air libre et loin de l'homme », qui est tout simplement une citation que j'emprunte à Colette, que je trouvais assez belle. Oui, et c'est vrai que c'est étonnant. Dans cet article, tu mets vraiment l'attention sur la description olfactive qu'elle fait dans ses romans, qu'elle réalise. Oui, dans ses romans et même aussi dans sa vie, parce qu'en fait, je me suis aussi appuyée sur des témoignages de personnes qui ont connu Colette, qui témoignent qu'elle était dans tout son être comme ça, qu'elle avait qu'elle tournait son attention et son nez vers le vivant de manière continue au quotidien. J'ouvre notamment par une citation un de ses amis qui dit que quand elle était dans la forêt, qu'elle se promenait, elle s'arrêtait tout à coup et elle disait est-ce que tu sens là, arrête-toi, il faut que tu sentes. Et la personne qui l'accompagne dit non, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit mais là, le fenouil, comme une corde tendue. Voilà, cette façon qu'ont les odeurs de l'arrêter, voilà, comme une barrière au milieu du chemin. Et ça, c'est une expression qu'elle utilise aussi dans ses romans. Elle dit l'odeur du jasmin nous barrait la route, par exemple. Et cette idée qu'on puisse s'arrêter à cause d'une odeur, je trouve ça très beau. Et s'arrêter pour porter attention à quelque chose de particulier. Mais je trouve que c'est aussi l'odorat, l'olfaction, le fait de sentir les odeurs de la nature, sans que... C'est pas comme sentir une touche de parfum, où là on se dit, bon, je vais vaporiser du parfum et je vais sentir la touche, donc on sait qu'on va le faire. Alors que là, les odeurs de la nature, c'est aussi un médium pour moi de reconnexion à son intériorité, un peu une forme de méditation aussi, une forme de prise de conscience de son odorat, d'un de ses sens pour moi, non? Oui, oui et pas seulement, je pense. Il me semble, alors Sarah Boisse a cette phrase dans son livre, qu'elle me pardonnera peut-être d'écorcher un tout petit peu, je crois qu'elle dit que
que l'odorat est un moyen de converser avec soi-même, ou Ouais. quelque chose de cet ordre-là. Et c'est vrai, c'est ce que Oui. tu dis aussi. Mais je pense que l'odorat est un moyen de converser avec les autres, et en particulier Oui. les autres pas humains. Oui. Et qu'il y a ça aussi, au-delà de Ouais. cet aspect méditatif et de se rentrer en soi-même quand on est dans la nature, par exemple, et qu'on va humer délibérément Oui. les odeurs. Dans cette action délibérée de sentir, il y a aussi se tourner vers les autres, ces autres qui émettent les odeurs, parce que tout ce Oui. qu'on va sentir dans un environnement peu anthropisé, donc plutôt, voilà, qu'on appelle plutôt naturel, tout ce qu'on va sentir, ce sont les émanations d'êtres vivants qui utilisent ce moyen chimique de communiquer ou d'exprimer des choses. Ça veut dire, quand on sent quelque chose dans la forêt, tout ce qu'on sent, c'est le signe que quelque chose se trame à l'intérieur d'un être vivant ou entre plusieurs êtres vivants. Et je pense qu'il y a vraiment un bénéfice à se souvenir de ça quand on sent, et pas juste de se dire ah, que ça sent très bon, Oui. cette forêt, cette forêt de pins, cette herbe coupée, ça me rappelle mon enfance, c'est très beau. Mais de se dire aussi, tiens, c'est fou, je suis au milieu d'une conversation. Oui. Et tout à coup, j'ai fait attention comme à comme à un réseau de significations qui me sont un petit peu étrangères, mais pas complètement. Voilà. Parce que je suis capable de les percevoir. Alors si j'ai évolué pour être capable de percevoir ces conversations chimiques, c'est peut-être qu'il y a un lien entre moi et tous ces autres. Effectivement, on est à l'intérieur d'un grand ensemble finalement. Effectivement, tu as évoqué donc la revue Nez, tes travaux de recherche, mais tes activités ne s'arrêtent pas simplement à ceci, puisque tu l'as dit, tu aimes bien semer beaucoup de graines, et ça n'est pas un reproche quand je te le dis. Tu animes aussi des ateliers d'écriture. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces ateliers d'écriture? Oui, alors c'est assez récent. Je me suis formée à l'animation d'ateliers d'écriture en 2022 parce que je ne sais plus exactement pourquoi, parce que j'avais envie je crois, de trouver des manières d'ancrer peut-être des activités déjà sur mon nouveau territoire qui était le Sancerrois. Alors que beaucoup de ce que je fais sinon, c'est enfermé dans mon bureau en lien avec des institutions parisiennes ou étrangères, enfin, Mhm. très peu ancrées sur mon territoire. Et puis j'avais envie, enfin j'ai toujours participé à des ateliers d'écriture en tant que, oui, que participante toute ma vie. Et j'avais envie peut-être de passer de l'autre côté et de faire écrire les gens. Mais pas, vraiment pas dans l'idée de les aider à écrire un roman Oui. ou une nouvelle. Ou, enfin là, c'est pas des ateliers de construction du récit qui m'intéressaient de mettre en place. Ce qui m'intéressait plutôt, c'était comment on peut se servir de l'écriture pour faire attention au monde autrement. Et finalement, il y a trois thématiques, on va dire, d'ateliers d'écriture qui sont sorties un peu suite à ma formation et à mes propres envies et réflexions. Un atelier un petit peu singulier qui est un atelier d'écriture professionnelle à destination des artistes en début de parcours pour apprendre à écrire sur leur propre travail. Oui. Donc ça, c'est assez singulier, c'est pas vraiment ce que j'avais en tête au début quand je me suis formée. Et puis il y a deux autres thématiques qui sont les ateliers d'écriture sur la nature dans la nature et les ateliers d'écriture, évidemment, j'ai envie de dire, sur les odeurs. Qui m'ont été, ce qui m'a donné envie, c'est évidemment mes études, mes recherches sur des écrivaines comme Colette, comme Hélène Keller, ou des écrivains comme Pablo Neruda, Baudelaire, enfin voilà, tous ces auteurs et toutes ces autrices qui donnent à l'olfaction une importance dans des langues qui sont pourtant assez pauvres pour parler des Mhm. odeurs. Et donc j'avais envie, je crois, d'encourager ça chez les gens que ça intéressait. Et, et c'est vraiment l'idée, c'est d'apprendre à écrire sur les odeurs et à partir d'odeurs. Ouais. Donc c'est quand même deux choses différentes, et après à travers des formes très variées, le récit, la poésie, la critique aussi, pourquoi pas. Oui. Et c'est un exercice que je trouve intéressant parce que justement dans une langue qui va manquer assez cruellement de termes, enfin, là les ateliers je les fais en français, c'est une langue qui manque, comme beaucoup de langues occidentales, de termes pour décrire les émanations pourtant très variées qui nous entourent et qui nous traversent tout le temps. Donc écrire là-dessus, ça implique de manipuler la langue d'une manière de trouver des détournements pour parler de ces Oui. sensations-là, et de manipuler la langue, je crois, pour trouver aussi des nouvelles manières de sentir le monde. Parce que je pense que l'écriture et la lecture, au-delà d'être des exercices créatifs, façonnent la manière dont on est au monde et dont on perçoit le Oui. monde.
Oui, oui, et dans tes ateliers, tu as un public qui est averti aux odeurs ou au contraire qui est plutôt néophyte? Enfin, Plus alors, on sent tous, hein, oui, mais bien ce que sûr. je veux dire, est-ce que ce sont des gens qui prêtent attention naturellement aux odeurs, qui viennent là un peu par curiosité pour découvrir? Alors les gens qui m'ont contacté pour cet atelier sur les odeurs, ce sont des gens qui avaient un intérêt préalable pour les odeurs. Heu, En revanche, les ateliers que je fais en extérieur, Mmh. qui sont plutôt des ateliers de vivification de notre sensibilité au vivant, et donc sensibilité Oui, au sens large, où là il n'est pas que question d'olfaction, mais il en est aussi question. Là, au contraire, ce sont des gens qui n'ont pas forcément un intérêt particulier pour les odeurs. C'est plus des gens qui avaient envie d'avoir une activité dans la nature un peu différente, une autre manière de se promener, par exemple. d'accord. Voilà. C'est aussi des ateliers qui sont comme je dis, assez récents, donc qui ont été pour l'instant des expériences un petit peu ponctuelles. Mmh. Donc je voudrais pas faire de généralité à ce stade. Voilà. D'accord, et est-ce que les gens ont parce que ça peut être dur au début de décrire une odeur, en fait, où on se sent pas forcément légitime à décrire une odeur. Est-ce que toi, justement, quand tu animes ces ateliers, tu dois lever ces barrières, que peuvent avoir, les participants à ces ateliers? Je pense que c'est le principe même de l'atelier Ouais, d'écriture. C'est de trouver des manières, par la contrainte, c'est ça qui est paradoxal dans l'atelier d'écriture, de trouver par la contrainte une manière de faire accoucher quelque chose qui ne serait pas sorti autrement. Parce que si je donne effectivement un stylo, une page blanche à quelqu'un et je lui dis, voilà, je lui laisse totale liberté ou je lui dis juste parle-moi d'odeur, ça, effectivement, c'est un peu compliqué. ouais. Alors la contrainte, il y a des doubles contraintes dans l'atelier d'écriture. Il y a une contrainte de temps, évidemment, on fait des exercices en 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, des contraintes assez strictes. Et il y a des contraintes de forme et des consignes qui permettent paradoxalement de trouver un angle d'accroche beaucoup plus facilement. Oui, Ouais. Donc je pense que oui, il faut que c'est mon rôle en tant oui. qu'animatrice d'atelier d'écriture. Je suis pas professeure, je n'apprends pas à écrire. Ce serait bien Mmh. présomptueux de penser que je peux apprendre à écrire. C'est de faciliter l'écriture. Et Et de faciliter, l'émergence aussi de l'expression, puisque finalement il y a pas une bonne ou une mauvaise manière de décrire une odeur puisqu'elle est très personnelle à chacun, et tu peux pas dire: «Mais c'est faux la manière dont toi tu ressens les choses ou tu sens les choses aussi», absolument. et je pense que c'est levé, en disant: «Mais on va pas te rayer en rouge la manière dont tu sens aussi». Oui, ce qui est tout à fait, enfin, ce qui est vraiment important dans un atelier Oui, d'écriture, c'est que les gens ne se sentent pas jugés. c'est ça. Je ne leur dis jamais je ne dis jamais qu'un texte est bon ou qu'un texte est mauvais. Il y a la manière, voilà, de répondre ou pas à la consigne. Même moi, si on répond pas à la Oui. consigne, ça m'est égal, hein, en réalité. Tant que je suis pas prof, tant que quand les gens ont écrit, qu'ils ont pris du plaisir à Oui, écrire, c'est à ça. un moment ou à l'autre, peut-être qu'il y a un exercice plus difficile que les autres, Oui. peu importe. Mais les gens me surprennent, surtout, c'est ça. Les gens qui arrivent, qui me disent, par exemple, sur ces ateliers en extérieur, des gens qui arrivent, qui sont curieux, mais qui me disent d'emblée qu'ils sont pas très familiers de l'écriture, mais voilà, ils avaient envie de sortir de leur Mmh. zone de confort et qui me produisent en 10 minutes des choses extrêmement belles ou extrêmement surprenantes. Enfin, j'ai jamais eu quelqu'un qui me fait quelque chose où, évidemment, je ne dirais pas à voix haute, mais où même intérieurement, je me dis, oula, c'est pas très bon. Jamais, c'est jamais arrivé. Oui. Finalement, une fois qu'on libère le mental en se Mm. disant: «Mais il y a pas de mauvaise réponse et tu as le droit de ressentir», et en fait, il faut faire parler aussi ton cœur et la manière dont toi tu ressens et ta sensibilité, effectivement, c'est très intéressant ces ateliers d'écriture. Donc tu as la revue et tu as les travaux de recherche, les ateliers d'écriture, et tu as aussi, une autre activité, si je puis dire comme ça, qui est très intéressante puisqu'on l'a dit, tu habites désormais dans la région de Sancerre et tu es attaché aussi à cette région, et tu avais une volonté de t'inscrire dans ce territoire, et tu animes des ateliers de dégustation vin et parfum. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, oui. Alors ça, c'est quelque chose que j'aurais pas soupçonné faire il Mmh. y a quelques années, puisque mes connaissances en matière d'œnologie étaient extrêmement limitées. Mais bon, j'arrive dans cette région viticole, au cœur du Centre-Loire. On fait voilà, on ne connaît Sancerre souvent que par les vins. Oui, c'est vrai que ça évoque instinctivement les vins. Voilà, alors que bon, Sancerre est aussi un très joli village, il y a un très joli paysage, ça domine la Loire. Il y a plein d'autres raisons, je crois, de venir visiter Sancerre. Hem, mais forcément, arrivé là-bas, il y avait cette
connexion olfactive à cet autre domaine d'activité qui est l'œnologie, le vin. Et j'ai eu la chance de rencontrer Raphaël Guillou, qui est vinothécaire à Sancerre. Il tient une boutique qui s'appelle Vue sur Vigne, dans laquelle il vend des cuvées biologiques qu'il a sélectionnées. Ok. Et il est aussi formateur en dégustation, en essai viticole, et on a un petit peu discuté, et on s'est rendu compte qu'on avait un vocabulaire assez commun pour parler, lui, des vins, et moi, des parfums, même si j'écris souvent sur... Finalement, j'écris beaucoup moins aujourd'hui sur les parfums et beaucoup plus sur l'olfaction au sens plus large, mais bon, reste que cet intérêt pour le parfum demeure, et c'est ça qui nous a rapprochés à ce moment-là. On s'est dit qu'il était assez pertinent de faire se rencontrer et dialoguer ces deux univers olfactifs que sont l'œnologie et la parfumerie. Donc on a mis en place il y a 4 ans maintenant ces dégustations qui ont lieu dans des lieux patrimoniaux du Berry, qui est la région historique dans laquelle se trouve Sancerre. Donc on essayait quand même de donner un cadre aussi intéressant, culturellement intéressant, avec une certaine beauté là derrière. Ouais. On a quand même beaucoup de chance d'être accueillis dans des lieux qui sont beaux. Et on a voulu faire que ces dégustations soient accessibles à tout le monde, quel que soit le niveau de connaissance préalable dans un domaine ou dans l'autre, puisqu'on s'adresse aussi bien à des locaux qu'à des touristes, à des néophytes complets dans ces deux domaines. Et on a aussi eu des professionnels du vin, des vignerons, des vignerottes, des sommeliers, sommelières, des parfumeurs et des parfumeuses aussi, des professionnels du parfum. Donc, on voulait que tout le monde puisse y apprendre, déjà y prendre du plaisir, et puis y apprendre quelque chose sur un domaine, sur l'autre, peut-être sur les deux. Et donc pendant 2 heures, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en lumière les convergences entre le vin et le parfum, des convergences historiques. D'abord, on commence par une petite introduction historique qui me tenait à cœur, mais aussi des convergences liées au savoir-faire, au processus de fabrication, au mode de consommation et au discours qui entourent ces 2 domaines de la créativité humaine, 2 domaines très anciens d'ailleurs de la créativité humaine. Et ensuite, on a ce dialogue sensoriel entre des cuvées, des matières premières de la parfumerie et des parfums qu'on va faire dialoguer autour de familles aromatiques communes à l'œnologie et à la parfumerie, tout bêtement, par exemple, la famille florale ou la famille épicée. Ce qui va nous permettre d'aborder aussi tout au long beaucoup de choses comme l'histoire de la palette des parfumeurs depuis le milieu du 19e siècle, ou la formation des arômes à différents moments du processus, et aussi la neurobiologie de l'olfaction. On fait toujours un petit point sur la neurobiologie de l'olfaction qui nous semble intéressante parce que extrêmement, extrêmement méconnue. Oui. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire depuis 4 ans. On fait ça l'été plutôt. Et il y a quelque chose qui est important dans ces dégustations, important pour moi en tout cas, c'est de présenter le parfum, d'essayer de faire considérer le parfum pas seulement comme un produit cosmétique. C'est un peu le petit préambule, le petit warning au début, de demander aux gens de ne pas sentir les parfums que j'ai choisis par ailleurs librement, ce qui est important toujours de préciser pour les gens, parce que comme le parfum est un produit, on peut avoir l'impression que j'ai été payée pour pousser tel ou tel parfum. Non, jamais. Mais donc voilà, je leur demande de sentir un parfum comme un objet une création de l'esprit, un objet culturel. Et je leur dis toujours, imaginez, vous allez au musée, vous allez voir un tableau qui vous plaît, que vous trouvez beau, que vous trouvez intéressant, que sais-je, sans avoir envie forcément de le mettre au-dessus de votre canapé, dans votre salon. Et là, je leur demande de faire la même chose avec le parfum. Considérez avant tout ces parfums avec une certaine distance, sans vous poser immédiatement la question « Où est-ce que j'ai envie de le porter ? Est-ce que j'ai envie de l'offrir à mon père ou à ma grand-mère ?» Voilà, de se détacher un tout petit peu de ça pour approcher autrement le parfum. Oui, c'est vrai que c'est important aussi d'avoir cette approche. On se dit, c'est pas de se dire est-ce que je le porte ou non. Je suppose qu'en plus c'est lié par rapport aux dégustations de vin. Tu choisis vraiment des parfums qui sont liés ou qui... Ah oui, qui vont résonner. Alors l'idée n'est jamais que ça ressemble au vin qu'on va déguster, ce serait un petit peu illusoire, je crois. Mais d'illustrer une famille aromatique, une famille olfactive, en disant voilà, les notes vertes, elles peuvent se manifester comme ça dans un vin, les notes végétales plutôt, et comme ça dans un parfum que j'ai choisi parmi 100 autres parfums qui auraient pu illustrer ça. C'est plus ce dialogue-là, et ensuite une matière première et au milieu plutôt, une matière première qui permet aussi de dire, voilà, par exemple, une note verte en parfumerie, on peut la créer avec des matières naturelles, des huiles essentielles, des absolus, ou des matières synthétiques, des identiques nature,
des molécules artificielles. Et toute cette palette-là permet d'atteindre cette sensation qu'on va qualifier de verte dans un parfum. Voilà. C'est une manière de balayer un certain nombre de sujets avec ces associations, ces dialogues entre les vins, les matières et les parfums. Je trouve ça effectivement très original. C'est tentant comme expérience. J'ai vu les photos également. C'est dans les dégustations se passent dans des cadres qui sont quand même assez exceptionnels. Et vous en faites régulièrement, effectivement, et ça donne envie. Il faut venir à Sancerre. Tu nous as bien vendu Sancerre. Effectivement, ça donne envie d'y aller. Et tu aimes beaucoup cette région dans laquelle tu as choisi de vivre et à laquelle tu es particulièrement attachée. Oui, c'est un attachement récent, forcément, mais je ne me vois plus pour l'instant, en tout cas, vivre ailleurs. Parce que vivre dans un endroit où on sent le printemps arriver, par exemple. Alors, bien sûr, c'est pas propre à Sancerre, mais en tout cas, c'est quelque chose que je n'avais pas quand je vivais à Paris. Ouais. Et là, fin février, l'air change d'odeur. Et peu importe, il fait encore froid, il fait encore gris, mais il y a quelque chose dans l'air qui ne sent plus pareil. Et ça, c'est vraiment merveilleux de vivre dans un endroit où on peut percevoir ça. On voit la saisonnalité et tu vois aussi la nature se réveiller aussi en février. Oui. Je pense. Qui commence, mais même on le sent avant de le voir. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert en habitant là-bas. Personnellement, je le sens avant de le voir. Et parfois, on l'entend, parce qu'on entend aussi les migrations, par exemple des grues. On entend les grues partir et revenir. Quelle joie. Et ça aussi, c'était une découverte pour la citadine que j'étais. Voilà, moi j'ai grandi à la campagne, donc effectivement c'était quelque chose que je connaissais davantage. Et effectivement c'est très agréable de vivre aussi au cycle des saisons et de les voir revenir chaque année. Oui. Et alors, on a parlé de parfumerie, d'olfaction. Est-ce que toi tu te parfumes ou non ? Déjà, tu n'es pas obligé de te parfumer. Et quand tu te parfumes le matin ou à des moments donnés, est-ce que tu poses une intention ? Est-ce que tu choisis ton parfum en fonction de ton humeur, de ce que tu vas vivre dans la journée ? Quel est ton rapport au parfum, aux odeurs ? On est souvent étonnés. Alors, pas les gens dans le milieu de la parfumerie ou des odeurs, mais d'autres gens que je rencontre sont souvent étonnés que je n'ai pas qu'un seul parfum. Oui. Parce que oui, je fais partie de ces gens qui ont des centaines de flacons, beaucoup trop de flacons chez eux. Et oui, je me parfume en fonction de la météo, de la tenue que je vais porter, des gens que je vais rencontrer. Et si je suis juste toute seule, ce qui est quand même la plupart de mes journées, je suis plutôt seule, c'est plutôt en fonction de mon humeur. La météo et mon humeur, je dirais. Et si je vais me promener en forêt ou... Enfin, peu importe, dans un espace naturel, j'essaye de penser au contraire à ne pas me parfumer. Alors que c'est plutôt un réflexe de me parfumer, mais j'essaye au contraire de ne pas risquer de venir masquer d'autres odeurs. Ou ça, c'est quelque chose une considération que j'ai eue récemment en me promenant au bord de Loire. Le Sancerre est au bord de la Loire. Sur la Loire, on a juste en bas de chez nous un espace qui est une réserve naturelle protégée. Et donc, quand je vais là-bas, il m'est arrivé de me dire... Mince, j'ai oublié de ne pas me parfumer. Et non seulement je ne perçois pas, moi, les odeurs, mais je dois déranger. Déranger le castor qui est là, déranger les oiseaux qui nichent là. Enfin, voilà. Déranger les autres êtres vivants parce que là, je sens quand même très fort. Oui, et c'est d'en avoir conscience. Non seulement toi, tu sens moins les odeurs de la nature, mais aussi cette prise de conscience. Et moi, la première fois que je t'avais entendu, c'était à Rouen, à un colloque. Et effectivement, tu avais évoqué le fait, et c'est vrai que je n'y avais pas pensé à l'époque, que tu pouvais déranger aussi les autres êtres qui étaient autour de toi, finalement, par ton parfum que tu avais mis aussi. Ce qui est certain, c'est que je les invitais pas à s'approcher. C'est que, en général, quand on piste, on a plutôt tendance à essayer de masquer son odeur. Donc, j'ai moins de chances de rencontrer, je pense aux castors, parce que je suis toujours émerveillée qu'on ait des castors en bas de chez moi. Et voilà, j'ai moins de chances de le rencontrer quand je diffuse une aura olfactive composée par un maître parfumeur quelconque, ou une parfumeuse quelconque. Mais c'est très beau, mais c'est quand même... ça dissuade la rencontre, je pense. Oui, et c'est vrai qu'on y pense moins, puisqu'on est très centré en tant qu'humain, mais finalement, on a une nature autour qui nous entoure et qui est très belle aussi. On va terminer cet échange, Clara. Si tu devais décrire notre échange ou cette interview par un parfum ou une odeur,
quelle serait-elle? Quel serait-il et pourquoi? Je pense très simplement que ce serait l'odeur du thé que tu m'as servi. Parce que c'est l'odeur qui est restée là dans mes narines et dans mon palais. Je sais que l'odeur n'est pas perçue par le palais, mais voilà, Oui, les il y a arômes oui. sont restés quelque part. Et voilà, je pense que ce thé vert que tu m'as servi serait l'odeur de notre entretien. Je te remercie Clara pour cet échange. Merci beaucoup à toi. Cet épisode vous a plu? Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute. Vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode? Rendez-vous sur la page Instagram de Sens Figuré ou sur mon site internet Lisez, en lien en description de cet épisode. Ensemble, sentons pour que l'olfaction devienne la boussole puissante de nos intuitions sur les êtres que nous sommes et qui nous entourent.